Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Sophie Bessis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, journaliste, ancienne secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale pour les droits humains notamment, parmi bien d'autres choses. Vous êtes née à Tunis, mais vous avez passé votre vie entre la Tunisie et la France. Spécialiste du Maghreb, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages sur les relations nord-sud, sur la Tunisie, sur la condition des femmes dans le monde arabe aussi. Et parmi vos derniers ouvrages, on peut citer Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, publié en 2019, La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands, publié en 2014, ou encore Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire en 2017. Et là, vous venez de publier un ouvrage marquant qui en dit beaucoup sur vous, je trouve, sur le monde qui nous entoure, sur le conflit israélo-palestinien et sur votre relation à Hannah Arendt, puisque cet ouvrage, c'est une lettre à Hannah Arendt intitulée « Je vous écris d'une autre rive », publiée chez Elisade. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors, ma première question, elle peut paraître un peu bateau, j'ai envie de dire, mais en même temps, elle me paraît essentielle. Qu'est-ce qui vous a poussé, en plein confinement, à lui écrire Pourquoi Hannah Arendt ? J'avais l'idée d'écrire Hannah Arendt avant le confinement. Puisque mon éditrice avait créé cette collection Lettres A, des personnages célèbres, et m'avait demandé d'écrire la première de ses contributions. Donc l'idée d'Hannah Arendt était antérieure au confinement, mais évidemment, me trouvant enfermée dans le confinement, dans cette période où la concentration extrême était possible, parce que c'est un ouvrage très court, mais qui n'a pas été facile à écrire. Donc cette concentration extrême était possible, je m'y suis mise. Pourquoi Hannah Arendt ? Hannah Arendt, je ne suis pas philosophe. Mais Hannah Arendt a dit à plusieurs reprises qu'elle non plus n'était pas philosophe, qu'elle était une politiste en réalité beaucoup plus qu'une philosophe. Mais elle est également philosophe, bien sûr. Personnellement, je ne suis pas philosophe, je suis une historienne, comme vous l'avez dit, et je ne suis pas non plus une spécialiste d'Hannah Arendt, l'ayant évidemment beaucoup lu. Mais je ne figure pas parmi les spécialistes d'Hannah Arendt. Mais Hannah Arendt, en fait, bien qu'elle soit morte en 1975, elle est née en 1906 et elle est morte en 1965, parle de notre temps. Et c'est la raison pour laquelle, aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de l'écrire, parce que tous ces écrits nous donnent des grilles d'analyse de notre temps, que ce soit au niveau d'un certain nombre de conflits, comme effectivement la question israélo-palestinienne dont elle a beaucoup parlé, sur laquelle elle a écrit beaucoup, non pas de livres, mais énormément d'articles, que ce soit évidemment, c'est l'objet d'ouvrages comme La condition de l'homme moderne, La crise de la culture, de la question de la fin d'un monde et du commencement de l'autre, et bien évidemment ses œuvres tout à fait majeures sur le totalitarisme, sur les origines du totalitarisme, sur les systèmes totalitaires. Et eh bien, on peut y prendre des outils de travail pour analyser l'aujourd'hui. Oui, c'est clair, et on va revenir sur toute une série de points que vous avez cités, mais je voulais peut-être revenir sur des points communs finalement que vous avez avec elle. Il y en a 2 principaux, mais il y en a d'autres. Déjà, vous êtes juives toutes les deux, et l'exil aussi a marqué vos vies. Et alors je disais, vous êtes juive, et en même temps, c'est un des points de vue de votre livre, c'est que vous êtes juive arabe, et que c'est un des reproches que vous lui faites un peu, c'est qu'elle a une approche trop eurocentrée. Elle oublie les juifs arabes. Tout à fait. Disons que nous sommes toutes deux des juives incroyantes. Il faut le préciser, je crois. Et donc la religion n'a pas place dans nos analyses à l'une et à l'autre. Mais cette judaïté, dans des périodes historiques particulières, particulièrement tragiques pour Hannah Arendt, fait que des vies privées, des vies personnelles sont tributaires de ce qui se passe dans la grande histoire. Voilà. Et quand vous employez le terme exil, cela montre bien que des vies privées, des vies personnelles peuvent être tributaires des aléas de la grande histoire. Quand je dis de façon tragique, pour Hannah Arendt, c'est l'évidence, puisqu'elle a vécu au moment du triomphe du nazisme et qu'elle a été obligée de quitter son pays, l'Allemagne, avant d'être soumise au traitement
que le régime nazi réservait aux Juifs avant de les exterminer. Alors, effectivement, Hannah Arendt est une intellectuelle européenne. Bon, après, elle est devenue américaine, puisque, en fait, elle a quitté l'Allemagne en 1933, elle s'est réfugiée en France, et au moment de Vichy, évidemment, elle était enfermée dans un camp d'internement, et avant que Vichy ne la livre aux Allemands, elle a réussi à fuir aux États-Unis, où elle s'est établie jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est une intellectuelle européenne. Et qu'est-ce qui caractérise les intellectuels européens, y compris jusqu'au milieu du XXe siècle, ceux qui appartenaient à la gauche? Il pouvait y avoir ce qu'on peut appeler... Bon, il y avait une idéologie de la suprématie de la civilisation européenne qui était générale à quelques très rares exceptions près, et à l'intérieur de cette idéologie fédératrice des intellectuels, eh bien, la gauche, ou les gauches, se caractérisaient par un regard plus empathique vis-à-vis des peuples du Sud, mais pour autant, ils ne contestaient pas ce qu'ils pensaient être une supériorité de la civilisation occidentale sur les autres. Donc Hannah Arendt est tributaire de cet habitus de pensée. Or, les Juifs d'Orient étaient des Orientaux, avant tout. Donc, effectivement, pourquoi Hannah Arendt n'a-t-elle pas tenu compte de ces Juifs d'Orient? Parce qu'ils faisaient partie de ce vaste Orient forcément inférieur à la civilisation occidentale. Et je le lui reproche pour une raison très simple. À partir du moment où on essaye d'analyser la question israélo-palestinienne, la question des Juifs d'Orient est une question centrale dans l'analyse que l'on peut avoir. Elle n'en a pas tenu compte. Ce qui fait que dans son analyse, parfois tout à fait visionnaire de cette question israélo-palestinienne, une analyse beaucoup plus éclairée et beaucoup plus éclairante que beaucoup de gens de son époque. Mais il y a une aporie dans cette analyse. Et l'aporie, c'est la non prise en compte du judaïsme oriental. Oui, notamment de tous ces juifs qui ont été forcés de quitter des pays arabes parce qu'on les a, on leur a demandé, on va dire, de s'installer en Israël. Non, ils ont été forcés parce que je crois qu'un des axes de mon texte, c'est de montrer que le sionisme, qui est un nationalisme, bien évidemment, qui est le nationalisme juif et le nationalisme arabe, sont parfaitement complémentaires. Et qu'ils se sont toujours opposés, bien évidemment, mais que les nationalismes ont tous une matrice commune. Une matrice commune, c'est-à-dire la création de peuples supposés devoir être homogènes, le peuple juif d'un côté, l'arabité de l'autre, homogène, avec un refus, une peur obsidionale de l'altérité. Et donc le refus de l'autre. Tout nationalisme, et c'est là qu'Hannah Arendt nous apporte des outils d'analyse extrêmement intéressants, dans la mesure où elle a beaucoup étudié les nationalismes, parce que c'est une des matrices des totalitarismes, les nationalismes d'abord, incontestablement, et que c'est une antinationaliste. Et ça nous rapproche. Je suis une antinationaliste. Cela ne veut pas dire, faire très attention parce que beaucoup de gens confondent cela. Lutte de libération nationale et nationalisme, c'est pas pareil. Toute lutte de libération nationale est légitime. Elle est nécessaire historiquement, bien entendu. Mais le nationalisme, lui, est une idéologie. C'est pas la même chose. Donc elle est antinationaliste, comme moi, dans le sens où nous récusons ce type d'idéologie qui est porteur d'un refus absolu de l'altérité. Donc d'un côté, le sionisme avait besoin, pour construire l'État d'Israël naissant, de ces juifs orientaux, dans la mesure où le prolétariat juif européen avait été exterminé, avait été gazé par les nazis. Il n'y avait plus de prolétariat juif européen. Le seul prolétariat qui existait encore, c'était les juifs orientaux. Et donc, le sionisme, l'État sioniste naissant, en avait besoin. Mais d'un autre côté, à partir des indépendances, où, à la fin des années 40 pour les pays du Moyen-Orient et à la fin des années 50 pour les pays du Maghreb, ce nationalisme arabe a refusé ces minorités également. Et donc,
eh bien, surtout sa minorité juive, et donc la minorité juive a été forcée par sous différentes modalités, on va dire. Toutes les modalités du départ des Juifs dans le monde arabe n'ont pas été les mêmes, mais a été forcée de quitter, a été plus ou moins, on va dire, forcée de quitter ce territoire. Les territoires dans lesquels ces minorités vivaient depuis des siècles, sinon depuis des millénaires. Et donc, c'est là que je dis que ces deux nationalismes sont complémentaires. Le nationalisme sioniste avait besoin de ces Juifs orientaux pour construire l'État d'Israël, et le nationalisme arabe voulait s'en débarrasser. Oui, pour reprendre des mots de votre livre, vous dites que les nationalismes s'alimentent l'un l'autre pour le pire, jamais pour le meilleur. Je pense que ça résume assez bien ce que vous disiez. Et de nouveau, pour parler d'un autre point sur le nationalisme que vous citez dans le livre, c'est que vous citez Théodore Herzl qui disait qu'une nation est un groupe d'individus liés par un ennemi commun. Ils font donc que dans l'imaginaire israélien, l'arabe d'aujourd'hui remplace l'européen d'hier comme figure emblématique d'une menace existentielle. Et Hannah Arendt appelait ça la solidarité négative. Et elle disait que cette solidarité négative était terrifiante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, finalement, cette solidarité négative est toujours présente aujourd'hui? Oui, alors Hannah Arendt parlait de la solidarité négative dans un autre contexte, mais je reprends cette formule parce qu'elle me semble extrêmement éclairante. Effectivement, quand on est lié par l'existence d'un ennemi commun, et cela s'applique parfaitement à l'État d'Israël aujourd'hui, que serait l'État d'Israël si c'est un État qui n'était pas constamment en guerre? Car Israël est un pays extrêmement hétérogène, en réalité. D'abord parce que les minorités juives sont tout à fait différentes l'une de l'autre, de culture, de tradition. Un juif polonais et un juif yéménite, c'est pas exactement la même histoire, même si le sionisme, dans la mesure où le sionisme est une idéologie née en Europe, a voulu réduire la pluralité juive à l'histoire des juifs européens. Il ne faut pas oublier que les juifs ont été, jusqu'au XIXe siècle, beaucoup plus persécutés en Europe qu'ils ne l'ont été en Orient. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été discriminés en Orient, certes, toute minorité est discriminée. Mais si je prends l'exemple de l'Empire ottoman, toutes les minorités avaient à la fois des droits, parce qu'on est dans des sociétés à statut, et à la fois, évidemment, souffraient de discrimination. Mais elles étaient moins importantes et moins sanglantes, en tout cas, en général. Donc, l'État d'Israël aujourd'hui est, d'une certaine façon, lié par cet ennemi commun qu'est l'arabe, dans la mesure où il s'agit d'une société hétérogène, avec une pluralité politique et idéologique extrêmement importante, même si aujourd'hui l'extrême droite est majoritaire malheureusement en Israël, et que donc ce nationalisme, cet hyper-nationalisme, qu'il soit laïque ou qu'il soit religieux, mais il se rejoint dans cet hyper-nationalisme, est un ciment, mais cet hyper-nationalisme a besoin d'un ennemi. Tout nationalisme doit créer de l'ennemi. Alors parfois, c'est une extrême valorisation d'un ennemi réel ou d'un adversaire réel, et parfois c'est la création de toute pièce d'un ennemi. Mais tout nationalisme a besoin d'un ennemi. Alors, voilà, l'hypernationalisme allemand qui a été le nazisme a fait du juif l'ennemi emblématique qu'il fallait supprimer de la surface de la terre, tellement il était dangereux. Et on peut retrouver ce type. Et c'est pourquoi ce terme de solidarité négative me paraît être un terme qui peut être un outil d'analyse pour l'aujourd'hui. Et c'est vrai que, vous le disiez en début d'émission, les analyses d'Hannah Arendt sont criantes d'actualité. Et il y a beaucoup de ces textes où on se dirait... on a l'impression qu'elle vit à notre époque. Et d'ailleurs, par rapport à la question israélo-palestinienne, vous dites « Rien ne s'est passé comme vous le souhaitiez », quand vous écrivez donc Hannah Arendt, « Tout, au contraire, a eu lieu comme vous l'aviez prévu ». Vous pensez vraiment qu'elle envisageait le pire tel qu'il est aujourd'hui, tel que le gouffre dans lequel on est aujourd'hui? Elle n'envisageait pas le pire. Le pire était impossible parmi d'autres. Voilà, dans ses analyses. En fait, Hannah Arendt, dans sa jeunesse, a été sioniste. Elle est même allée en Palestine au tout début des années 30, me semble-t-il, pour participer à la création d'un kibboutz ou quelque... Bon.
Et puis après, elle s'est définie très vite, après la Deuxième Guerre mondiale, non pas comme anti-sioniste, mais comme non-sioniste, parce qu'elle était antinationaliste. Et donc, elle a fait partie de ces gens tout à fait visionnaires. Elle croyait en la légitimité d'un foyer juif en Palestine. Mais non pas en un État juif. Donc il y a déjà cette première différence. Oui à un foyer juif en Palestine, non à un État juif. Et donc ce foyer juif devait s'inscrire soit dans un État multinational, soit dans une fédération, dans un État fédéral. Donc elle a envisagé toutes ces possibilités. L'État fédéral, l'État multinational, donc elle a fait partie de ces visionnaires. Il y en a eu du côté juif, il y en a eu du côté arabe, qui étaient prêts à la négociation pour voir quelle forme pouvait prendre l'inscription d'une minorité juive dans cet espace moyen-oriental. Cet espace palestinien, plutôt, on va dire, cet espace palestinien. Et très vite, à partir de 1948, si mes souvenirs sont bons, sinon avant, elle fait une critique extrêmement virulente du nationalisme sioniste, puisqu'elle va même en 1948 jusqu'à traiter Menahem Begin, qui prendra plus tard le pouvoir, qui gagnera les élections en 1977, de national-socialiste, en disant « Attention, ces gens-là sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux parce que ils veulent... Ils ont une conception extrêmement étroite de l'appartenance, de l'identité de la nation, et une conception exclusive, et une conception qui exclut l'autre. Avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. C'est ce que dit Hannah Arendt très tôt. Donc elle est extrêmement méfiante vis-à-vis de ce qu'on a appelé l'aile révisionniste du sionisme, le sionisme de droite, l'aile de Jabotinsky, c'est Jabotinsky dont d'ailleurs Netanyahou est un des disciples, et donc c'est tout de suite inscrit contre cette aile ultranationaliste du sionisme, met en garde donc les Juifs de Palestine de l'époque contre cette aile ultranationaliste. Et quand je dis tout s'est passé comme vous l'aviez prévu, c'est que c'est cette aile la plus à droite du sionisme qui a gagné aujourd'hui en Israël. Oui, et on voit que vous êtes sans complaisance, et c'est là de nouveau un point commun entre vous et elle, c'est cette non-complaisance envers aussi bien le nationalisme juif israélien que le nationalisme palestinien, arabe. Non, attention, je parle plus du nationalisme arabe que du nationalisme palestinien. D'abord, le nationalisme... je veux dire, et là, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, libération nationale et nationalisme, c'est pas pareil. Donc, que les Palestiniens revendiquent les droits auxquels ils ont droit, si je pouvais employer ce pléonasme, revendiquent leurs droits, revendiquent leur place, revendiquent soit un État à eux, soit autre chose, parce qu'aujourd'hui, quel va être l'avenir et comment va se résoudre la question palestinienne, bien malin serait celui qui peut y croire. Alors évidemment, il y a la question des deux États, mais aujourd'hui, la colonisation israélienne de ce qui reste de Palestine est tellement importante qu'on se demande comment la chose pourrait se réaliser. Mais c'est une critique du nationalisme arabe, effectivement, parce que l'idéologie nationaliste arabe a été extrêmement discriminante, parce qu'elle exclut l'autre de sa sphère, et qu'elle a... Alors, vous en avez plusieurs types, évidemment. Vous avez un nationalisme très religieux, vous avez un nationalisme plus séculier, qui a été le nationalisme nassérien, le nationalisme du Baas irakien, du Baas syrien, etc., plus séculier, mais qui pour autant n'a jamais été laïque. Bon, même s'il y a eu des laïcs au sein des mouvements nationalistes, le nationalisme, quand il est arrivé, les nationalismes arrivés à la tête de l'État ont tous composé avec la sphère religieuse et certains ont été tout à fait séculiers, mais pas laïcs, et j'institue cette différence entre sécularisme et laïcité. C'est pas pareil. Et donc, ils ont... Alors, évidemment, on ne pouvait pas exclure toutes les communautés. Les minorités chrétiennes étaient beaucoup trop importantes en Égypte, avec quand même la minorité copte qui fait à peu près 10% de la population égyptienne, les minorités importantes chrétiennes en Irak, en Syrie. Mais
où il y a eu des discriminations incontestables donc vis-à-vis de ces minorités. Et au Maghreb, où après le départ des minorités juives, eh bien, la quasi-totalité de la population est musulmane, et en plus non seulement musulmane, mais sunnite, à part quelques petites minorités ibadites et de rite malékite, eh bien, le nationalisme maghrébin s'est appuyé sur cette appartenance exclusive au nationalisme arabo-musulman. Voilà. Donc, on est arabo-musulman et rien ne doit polluer cette appartenance arabo-musulmane. Alors, au Maroc et en Algérie, c'est évidemment plus difficile parce qu'elle est berbère. Et qu'ils n'ont pas forcément envie d'être arabes. Et à peu près démographiquement parlant, à peu près le quart de la population algérienne est berbérophone, et près de la moitié de la population marocaine est berbérophone. Donc il a fallu faire... Les régimes qui étaient nationalistes arabes au départ ont été obligés de faire avec la réalité berbère. Mais tout de même pèse ce surplomb arabo-musulman et cette peur, cette volonté. Vous savez, les nationalismes, c'est l'unicité, en fait. C'est être un. Voilà. Et être un, c'est le contraire de l'humanité. Voilà. L'humanité, elle est plusieurs. Alors, je voudrais passer à un autre sujet. Je disais, vous êtes tunisienne, franco-tunisienne, et cette année, on célèbre les 10 ans de la révolution du jasmin, donc la révolution tunisienne qui a abouti à la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011. Alors, déjà, peut-être, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette révolution, vous ? Alors ça, ce sont les Européens qui l'ont appelée révolution du jasmin. Hein. C'est un nom tout à fait européen. En Tunisie, on l'a appelée la révolution tout court. Et dans les régions intérieures du pays, on l'appelait plutôt la révolution du cactus, d'ailleurs, parce qu'elle était pleine d'épines. Bon, quel souvenir ? Moi, j'ai été à Tunis le 14 janvier 2011, et j'ai fait la manif, évidemment. Et puis après, j'ai été très très souvent à Tunis dans les mois qui ont suivi la révolution et la chute de la dictature, dans la mesure où je faisais partie de cette instance qui a été une espèce de parlement de transition qui s'appelait la haute instance pour la sauvegarde de la révolution, la transition démocratique et la construction politique, quelque chose comme ça. Elle avait un nom à tiroir. Bon. Et dans laquelle nous avons fait les lois qui ont abouti aux premières élections d'octobre 2011. C'était, vous savez, il y a des moments dans la vie qui sont des moments de grâce. Alors, il y a eu des épisodes pendant le mois, disons, qui a précédé la chute de Ben Ali. Il y a eu des épisodes tout à fait tragiques, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, parce qu'au début, la répression a été très importante. Mais disons qu'à partir du 14 janvier, même s'il y a eu des événements politiques préoccupants, mais il y a eu un moment qui a été un état de grâce. Ce moment révolutionnaire qui a été un état de grâce où, eh bien, nous avions l'impression que tout était possible, que une ère se terminait, qu'une autre commençait, une autre s'ouvrait de façon extrêmement importante. Et c'est vrai que beaucoup de choses ont été possibles durant cette période de transition, même évidemment s'il est normal que le principe de réalité nous ait rattrapés très vite. Mais oui, parce que j'allais dire, 10 ans après, j'ai l'impression quand même que la désillusion est énorme, et notamment chez les jeunes. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui fouillent d'ailleurs le pays. Est-ce que du coup, pour vous, ça veut dire que c'est un échec total, un échec partiel, ou parce que c'est la réalité qui fait que il y a des concessions à faire et que tout n'est pas parfait dans une démocratie? C'est un peu tout ce que vous dites. C'est-à-dire que d'abord, beaucoup de Tunisiens et de Tunisiennes, essentiellement dans les couches populaires, ont pensé que la chute de la dictature, la révolution, allait résoudre du jour au lendemain tous les problèmes. Alors évidemment, ça n'a pas été le cas. On n'est pas passé de 16% de taux de chômage à 0% de taux de chômage. Au contraire, le chômage a plutôt augmenté. Il en est aujourd'hui à peu près 18% de la population d'âge actif, ce qui est énorme. Et surtout que si on désagrège ces données sur le chômage, ce sont les jeunes qui sont
où c'est chez les jeunes que les taux de chômage sont les plus importants, et beaucoup chez les jeunes diplômés, dans la mesure où, comme dans beaucoup de pays du même degré de développement que la Tunisie, la formation universitaire et la demande du marché de l'emploi sont... L'un n'est pas adapté à l'autre. Oui, voilà. Et donc, alors évidemment, on a mis trop d'espoir, probablement, dans cette chute de la dictature. Moyennant quoi, quand il y a un excès d'espoir, il y a un excès de désillusion, incontestablement. Ce qui est le cas. Mais également, il y a des facteurs beaucoup plus immédiatement politiques qui permettent d'expliquer que 10 ans après, la situation de la Tunisie soit loin d'être brillante. D'abord, très vite, aux premières élections démocratiques, le parti islamiste Nahda a eu la majorité à l'Assemblée constituante et depuis, sous une forme ou sous une autre, depuis 10 ans, associé, disons, au pouvoir. Et quand il n'en a... Et dans les 2 premières années et demie, il en a eu l'exclusivité de ce pouvoir. Or, sa politique a été totalement catastrophique. Je ne parle même pas de ses principes sociétaux, de son caractère réactionnaire, etc., etc. Mais économiquement, il ne faut pas oublier que les islamistes, en Tunisie ou ailleurs, ont 2 caractéristiques principales. Économiquement, ce sont des ultralibéraux. Tous. Et sociétalement, évidemment, ce sont des réactionnaires et des hyperconservateurs. L'un allant d'ailleurs très bien avec l'autre, ce que l'on a tendance à oublier. Et que donc... Ce que vous décrivez d'ailleurs très bien dans votre livre « La double impasse ». Tout à fait. Dans La double impasse, j'accorde beaucoup de place à cette question-là. Et donc, les islamistes ont continué une politique libérale qui ne pouvait pas résoudre les problèmes de la Tunisie. Et puis, arrivés au pouvoir... Ils ont été élus parce que aussi, pas seulement du fait de la religiosité des Tunisiens, mais du fait que, comme ils n'avaient jamais participé au pouvoir, qu'ils avaient été atrocement réprimés sous la dictature de Ben Ali, les Tunisiens et Tunisiennes se sont dit, ils sont propres. Ils ne sont pas corrompus. Ils sont propres. Donc on va les essayer, parce qu'il y a un certain pragmatisme chez les lecteurs. Et alors ils ont appris très vite la corruption. Alors là vraiment... extrêmement vite, sont devenus aussi corrompus que les autres. Et ils se sont constitués une base sociale aussi, qui fait qu'à l'époque islamiste, il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de recrutements dans la fonction publique. Et donc, cela a accentué aussi le déficit budgétaire de la Tunisie. Aujourd'hui, les salaires de la fonction publique et du secteur public tunisien accaparent plus de 15% du produit intérieur brut tunisien. C'est pas gérable. Hein, c'est pas gérable. Donc il y a eu comme ça une série d'erreurs. Les gouvernements successifs, donc en fait, n'ont eu aucune vision. Quelle Tunisie voulait-on construire? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Personne n'en a eu la moindre idée. Donc on a géré au jour le jour. Et on a mal géré au jour le jour ce pays. Ce qui fait que les frustrations se sont accumulées et qu'aujourd'hui, elles ont atteint un niveau tout à fait préoccupant. Alors Sophie Bessis, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais juste peut-être citer Hannah Arendt, une citation d'ailleurs que vous reprenez dans votre ouvrage, je vous écris d'une autre livre, Lettre à Hannah Arendt. Et c'est une citation tirée de Eichmann à Jérusalem, où elle dit « La leçon de ces histoires est simple et à la portée de tous. Politiquement parlant, elle est que dans des conditions de terreur, la plupart des gens s'inclineront, mais que certains ne s'inclineront pas. De même, la leçon que nous donnent les pays où on a envisagé la solution finale est que cela peut arriver dans la plupart d'entre eux, mais que ça n'est pas arrivé partout. Humainement, il n'en faut pas plus et l'on ne peut raisonnablement pas en demander plus pour que cette planète reste habitable pour l'humanité. » C'est un peu une forme de deuil de l'idéal que vous faites. Oui, cette forme de deuil de l'idéal est une formule que j'emprunte à une écrivaine libanaise, à Dominique Eddé. Non, pour moi, cette phrase d'Arendt est absolument essentielle parce que elle dit les contradictions de l'humanité. En fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase d'Arendt? Tant qu'il y aura des gens qui résisteront, même s'ils sont minoritaires, tant qu'il y a des gens qui ne s'inclineront pas devant la terreur, même si la majorité s'incline devant la terreur. Et on sait très bien qu'en Europe, les majorités ne se sont pas battues contre les régimes fascistes, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des dangers
qui ne s'apparente pas encore entre deux guerres, ne soyons pas plus pessimistes qu'il ne faut l'être, mais enfin des dangers réels, mais que certains ne s'inclineront pas, c'est un hommage car intrant à la résistance. Eh bien, c'est avec ce bel hommage à la résistance que se termine notre émission. Merci beaucoup Sophie Bessis. Donc, je rappelle encore le titre de l'ouvrage. Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, publié aux éditions Elisade. Donc un livre qui vient de sortir et qui est très intéressant pour vous découvrir, Hannah Arendt ou la redécouvrir et avoir un autre regard sur des sujets vraiment d'actualité. Merci à vous. Et merci à vous de merci m'avoir à vous de nous avoir invité. suivis. Une très belle soirée à tous sur La Première.